Spécialiste des matières premières. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. On va parler évidemment de la Chine qui joue un rôle clé dans les marchés de matières premières, bien sûr. Mais un mot d'abord là du dernier rapport qu'on a eu de l'Agence internationale de l'énergie, parce que aux surprises, au moment où les inquiétudes les plus vives là sont en train de se matérialiser justement sur la croissance chinoise, l'AIE nous dit que jamais en 5 ans on aura connu une croissance de la demande pétrolière aussi forte cette année. Donc les prévisions de demande sont relevées pour cette année à 1,6 million de barils par jour, et celle de 2016 également à 1,4 million de barils par jour. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose que nous n'aurions pas vu du côté de l'Agence internationale de l'énergie ? Oui, alors en fait quelque chose qu'on n'a pas vu, si on l'a vu simplement. Il est vrai que la baisse des prix du pétrole encourage à la consommation, et on constate notamment aux États-Unis que la consommation d'essence est en train de repartir de l'avant. C'est une des raisons pour lesquelles l'Agence internationale à l'énergie revoit ses chiffres de consommation à la hausse. On a également une révision à la hausse qui est peut-être un petit peu plus questionnable aujourd'hui compte tenu du contexte sur la consommation en Chine, en Russie et au Brésil. Alors la Chine, simplement, il faut savoir que la Chine profite de la faiblesse des prix actuels pour pouvoir constituer des stocks. Et donc il est possible que malgré un ralentissement économique anticipé aujourd'hui par les marchés et en partie l'explication de la baisse qu'on a connue récemment, il est possible que les Chinois continuent à avoir effectivement une croissance de leur demande, ce qui explique un petit peu ce rapport un petit peu rassurant de l'Agence internationale à l'énergie. Intéressant, effectivement. Donc la chute des prix qui stimule effectivement la demande, il y a un moment où ça a un impact. Néanmoins, cette demande supplémentaire, elle n'est pas encore suffisante pour faire remonter les prix. Là, on voit qu'on se stabilise aujourd'hui, mais on est quand même tombé encore très bas là. Tout à fait, et c'est l'autre élément en fait que souligne ce rapport, c'est que si on a effectivement une croissance de la demande plus forte que prévu, à l'opposé, la baisse de la demande de la production qu'on attendait tarde un peu à venir. Alors elle tarde un peu à venir pour deux raisons. D'abord parce que les pétroliers de schiste ont mieux résisté que prévu, même si maintenant on s'attend, et là l'Agence américaine à l'énergie l'a fait savoir il y a 2 jours, à une baisse de pratiquement 100 000 barils par jour de production aux États-Unis pour le mois de juillet, et qu'on a enclenché cette baisse qui devrait maintenant s'accélérer. On a par ailleurs, de l'autre côté, dans les pays de l'OPEP, des acteurs qui ont joué le jeu de la part de marché. C'est ce qu'ils avaient indiqué lors de la dernière réunion de l'OPEP, et ils ont bien joué ce jeu-là avec une production OPEP qui est au plus haut de 3 ans, à plus de 31 millions de barils, et qui ne cesse d'augmenter, même si l'Arabie Saoudite a commencé à reculer un petit peu sa production. Elle a baissé marginalement 15 000 barils, mais dans le même temps, vous avez l'Irak, qui est à un nouveau plus haut historique de production, et puis vous avez l'Iran, qui a recommencé à augmenter sa production, même si pour l'instant, ça n'est qu'anecdotique. On en est où dans le match, justement, OPEC, non-OPEC, enfin, pour faire simple, OPEC, Arabie Saoudite, et producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis? Parce qu'on a vu depuis 2 semaines, là, des permis de forage qui repartaient à la hausse. Ça veut dire qu'on anticipe, là, de relancer à nouveau la production, malgré le niveau aussi faible des cours du pétrole, là, aux États-Unis. Oui, on a eu un certain nombre d'acteurs qui ont joué le jeu de la fuite en avant en disant que les derniers forages étaient les plus rentables et que donc il valait le coup d'être foré. Néanmoins, on a une industrie du forage des pétroles de schiste aux États-Unis qui va mal. On a une industrie qui a réussi à rester profitable au premier trimestre avec notamment 31%, en tout cas à limiter les pertes grâce à des couvertures qui avaient été mises en place. 31% du résultat de ces sociétés provient des couvertures qui avaient été mises en place. Simplement, le temps passant, ces couvertures petit à petit tombent. Et donc au deuxième trimestre, les résultats ont été très mauvais. On parle de 15 milliards de pertes pour le secteur contre 3,5 milliards de gains au deuxième trimestre l'année dernière. Et on s'attend à ce que tout cela s'accélère. Et puis, dans le même temps, on a la problématique des taux d'intérêt qui commencent à se resserrer aux États-Unis. Et donc, ces entreprises, avec le prix du pétrole qui fait un effet ciseau qui ne cesse de baisser, donc qui rend les conditions de crédit encore plus difficiles pour ces sociétés. Et alors qu'on avait vu un certain nombre de fonds se monter pour essayer de financer ces pétroliers de schiste, aujourd'hui, les financiers, justement, hésitent à remettre au pot, et on commence à se poser beaucoup de questions. Et à notre sens, nous, chez Prime Finance, on pense que dans la deuxième partie de l'année, la baisse pourrait peut-être être un peu plus rapide que ce qu'envisage l'Agence internationale à l'énergie. La baisse de la production. La baisse de la production, oui. Effectivement, oui, parce que la baisse de la production, elle est attendue par l'Agence internationale à l'énergie, mais qui n'attend un équilibre qu'en deuxième partie d'année 2016.
pour nous, ça pourrait peut-être arriver plus vite que ça, parce qu'il pourrait y avoir un effet cascade plus important que prévu en fin d'année, début d'année prochaine. On est sur une surproduction quasi historique, en tout cas au plus haut depuis 17 ans, de 3 millions de barils par jour au deuxième trimestre. Benjamin, pour revenir sur l'aspect demande, et vous l'avez bien expliqué, effectivement la faiblesse des prix là, qui incite certains États à reconstituer des réserves, c'est le cas de la Chine. Est-ce que ça nous dit quand même quelque chose du rythme d'activité de l'économie chinoise ou pas du tout? Si on reconstitue des réserves, on peut les stocker sans les utiliser. Et est-ce que ce rapport là qui tombe au moment où le marché découvre d'une certaine manière peut-être l'ampleur du ralentissement chinois, est-ce que ce rapport il est déjà caduc ou pas? Non, je pense pas qu'il soit caduc. Simplement, la problématique de la demande chinoise est plus globale pour l'ensemble des matières premières et on le voit bien parce que la correction ne se fait pas que sur le pétrole, elle se fait également sur les métaux de base et on a par contre les métaux précieux qui se tiennent bien. En revanche, ça pose une vraie question, la problématique de la baisse des matières premières liée à ce ralentissement de la Chine. Je rappelle pourquoi les deux sont aussi liés. Simplement parce que la Chine consomme aujourd'hui 40 à 50% de la totalité des matières premières qui sont produites, que ce soit dans les métaux de base notamment, cuivre, aluminium ou autres. Et donc tout ralentissement de la Chine a un impact sur ces produits. Le problème, c'est que la baisse des matières premières aujourd'hui génère un risque déflationniste important pour l'ensemble de l'activité mondiale. Et ce risque déflationniste, il va totalement à l'encontre de ce qu'est en train d'essayer de faire la politique monétaire américaine en essayant de remonter ces taux. Si on a des risques déflationnistes, ça risque de contrecarrer les plans de la Réserve fédérale américaine qui pourraient même, certains spécialistes commencent à en parler, on a Jeff Gundlach qui est un des plus grands gérants de hedge funds aux États-Unis ou d'autres qui commencent à dire que la Fed va peut-être même être obligée de renoncer à sa hausse des taux, voire même de faire un QE4 pour lutter contre ces effets déflationnistes que génère la baisse des matières premières. La seule bonne nouvelle en fait dans toutes ces baisses de matières premières, c'est que les matières premières agricoles baissent également et que l'indice des coûts alimentaires est au plus bas de 6 ans. Est-ce que si on reste sur les matières premières industrielles qui sont alors là très corrélées effectivement à l'activité chinoise, Benjamin, est-ce qu'on ne peut pas envisager là qu'on est peut-être en train de toucher le fond? Si la Chine en est à venir à dévaluer sa monnaie, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent, elle a toujours utilisé d'autres leviers, c'est sans doute qu'on est effectivement dans une situation plus compliquée que prévu et que derrière la réponse peut-être sera aussi peut-être plus importante que prévu, parce que il y a la dévaluation de la monnaie, mais il y a tout ce qui est fait en termes d'investissement dans des infrastructures. Alors évidemment ça ralentit d'autant la transition du modèle chinois vers la consommation, mais ça par contre ça soutient l'activité en direct là. Oui, ça peut soutenir. Je pense que la Chine a encore un certain nombre de moyens d'ajuster sa politique monétaire et sa politique de relance. Simplement, les projets qui pourront être mis en place pour augmenter la consommation de matières premières sont des projets qui vont se faire à moyen long terme. Donc, on peut avoir quelques difficultés à court terme. Néanmoins, il y a un autre facteur qui va jouer, c'est que là, on arrive sur des niveaux de prix pour certaines matières premières et notamment pour certains métaux, je pense au nickel, mais maintenant avec la correction qu'on a connue récemment, le cuivre également, arrive sur des niveaux qui sont très proches de beaucoup de coûts de production de grandes compagnies minières. On a d'ailleurs vu les compagnies minières être très fortement attaquées en bourse et on va arriver à un moment où ces sociétés vont devoir se poser de vraies questions sur leur capacité de production et éventuellement ajuster leur capacité de production à la baisse, ce qui pourrait rééquilibrer le marché. Il y a deux moyens d'équilibrer un marché, c'est augmenter la demande ou alors baisser l'offre. Et là, on pourrait avoir, compte tenu du fait que la demande a du mal à augmenter, voir peut-être l'offre s'ajuster comme on a pu le voir par le passé à d'autres époques. Bon, alors il y a quand même parmi les matières premières, parmi cette classe d'actifs, il y en a qui tiennent plutôt bien le coup. Alors ce sont les métaux précieux, l'or notamment, là qui résiste plutôt bien, alors même que les positions des hedge funds sont des positions vendeuses nettes là depuis un petit moment et que c'est quasiment la première fois de l'histoire que ça arrive. Oui, c'est presque là d'ailleurs que vient la bonne nouvelle. On a d'abord des corrections d'un certain nombre de monnaies, la monnaie chinoise on l'évoquait, ce qui a entraîné par effet ricochet réappréciation d'un certain nombre de monnaies, mais pas du dollar, et donc on a l'or qui s'en sort plutôt bien, qui tient, et effectivement le fait que les spéculateurs soient déjà sortis du métal jaune et soient aujourd'hui dans une position short nette laisse penser qu'on est peut-être un petit peu au bout de ce qu'on peut voir sur ce marché-là. Et puis il faut voir aussi qu'il y a eu un deuxième mouvement qui a été enclenché par la baisse du cours du yuan. C'est une détente à nouveau sur les taux US. Comme je le disais, ça contrecarre un petit peu les plans de la politique monétaire américaine. Et donc on a
à l'inverse, des taux d'intérêt aux États-Unis qui rebaissent. Et quand les taux d'intérêt aux États-Unis rebaissent, c'est plutôt favorable à l'or qui est pénalisé quand les taux remontent, puisque c'est un actif qui rapporte rien. Donc on a plutôt tendance à se reporter sur les taux d'intérêt quand ils remontent. Quand les taux baissent, on peut revenir sur l'or, surtout qu'il y a un certain nombre de risques qui continuent à se poser. Un certain nombre de personnes continuent de poser des questions sur le Grexit et sur la capacité de la Réserve fédérale américaine à sortir de la politique monétaire incommodante sans qu'il y ait de casse sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Est-ce que votre sentiment, c'est qu'on aura des réponses assez vite là sur la Chine, parce qu'on a 4-5% de dépréciation de la monnaie face au dollar, face à l'euro, face au yen, l'euro et le yen qui avait fortement baissé depuis 2 ans face à un ensemble de devises bien sûr et face notamment la monnaie chinoise. Enfin, moins 5% en 2 jours, évidemment c'est brutal, c'est violent, ça prend le marché par surprise. Si ça s'arrête là, est-ce que c'est gérable? Moins 10, est-ce que ça devient, je sais pas, une ligne jaune? Moins 15, là on est dans le rouge. Enfin, il y a différentes étapes là. C'est gérable, même si c'est compliqué. Il faut quand même pas oublier une chose, Grégoire, c'est que si on était dans un marché où le cours des monnaies était librement fixé, le cours du yuan ces derniers temps, avec les craintes sur la croissance chinoise, aurait déjà baissé et sans doute de plus de 4%. Donc en réalité, le fait que le cours de la monnaie soit administré est presque plutôt une aubaine, je dirais, pour les marchés qui ne voient le yuan ne se déprécier que de 4% dans ce mouvement-là. C'est vrai que sur les marchés internationaux offshore, le yuan baisse beaucoup plus que sur le marché chinois domestique. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Chine joue le jeu, puisque la Chine, vous l'aurez remarqué, intervient sur les marchés offshore pour vendre des dollars pour soutenir sa monnaie et pour éviter une trop forte dépréciation de sa monnaie sur le marché offshore. Donc on a l'impression quand même que les Chinois n'ont pas vocation à laisser la monnaie se déprécier trop fort. C'est peut-être aussi un moyen d'avertir et de dire que la Chine est elle aussi capable d'utiliser l'arme monétaire pour pouvoir préserver sa croissance et pour pouvoir préserver ses intérêts. Elle n'a pas forcément envie d'être le dindon de la farce. Exactement. Pour dire les choses trivialement. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, associé et gérant de Prime Finance sur BFM Business dans Intégral Bourse, avec des marchés là qui